Belle vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je fête pour mettre des couleurs dans mes jours. Belle vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je fête pour mettre des couleurs dans mes jours. Des coups de cœur, coups de cœur, le but c'est bien toujours le bonheur. Et si enfin j'arrive à mes fins, plus rien de triste ne m'atteint. Belle vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je fête pour mettre des couleurs dans mes jours. Quand j'ai de la joie dans le cœur, j'ai de la place tout le meilleur. Je souris, je partage les légendes qui sont le sucre de l'existence. Belle vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je fête pour mettre des couleurs dans mes jours. Bonjour, bienvenue dans Ma Joie de Vivre numéro 7. Alors aujourd'hui nous avons l'immense joie de recevoir Bernard Renaud de La Favrie. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors une immense joie, ce n'est pas une expression d'un enthousiasme juvénile de ma part, mais c'est parce que vous êtes quand même une figure dans le monde des éditions ésotériques en France et peut-être même à l'étranger. Et puis vous avez été quand même au cœur d'une librairie emblématique à Paris qui est la Table d'Émeraude, rue de la Huchette. Alors, alors, on le rappelle pour nos auditeurs, vous êtes libraire et directeur des éditions d'Hervy. Tout à fait. J'ai été libraire puisque j'ai arrêté la librairie depuis 2001. D'accord. On a fermé définitivement ça la Table d'Émeraude en 2001 oui. pour différentes raisons liées au quartier Saint-Michel qui s'est complètement transformé, qui est devenu de la restauration et du prêt-à-porter et plus du tout culturel puisque tous les cinémas ont disparu, les librairies les unes après les autres ont disparu et que j'avais en plus un gros problème avec mon propriétaire qui s'était mis dans la tête de multiplier par 10 le loyer. Donc ceci a précipité les choses. Alors, voilà. Est-ce que vous avez quand on regarde sur Internet, il semble que la Table d'Émeraude existe à Saint-Leu-la-Forêt, mais c'est elle a existé à Saint-Leu-la-Forêt. Quand je l'ai fermée à Paris, je l'ai déplacée là où j'habitais. Et puis bon, ça n'a pas tenu parce que c'était trop loin, même si c'était à 30 km de Paris, mais les gens venaient pas. Et puis l'Internet n'était pas encore à l'époque développé comme ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, on pourrait s'installer là avec un site et fonctionner. Mais c'est aussi, ça aurait été dommage parce que ce lieu était emblématique à Paris. C'était un lieu de rencontre qui a été créé en 1946. Et que moi j'ai récupéré, j'ai commencé à y travailler en 1972 et que j'ai racheté en 1975. Mais bon, ça a été, j'en ai fait le lieu de rencontre de tout je ne vais pas dire le Paris ésotérique, mais même beaucoup plus, puisque j'avais des clients du monde entier qui venaient régulièrement, et c'était vraiment un lieu de rencontre. Tout à fait. Et c'est vrai qu'avec Internet, on n'a plus du tout ce phénomène-là. Et ces rencontres, c'était vraiment une richesse extraordinaire. Moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires, des gens nés à la fin du 19e siècle qui ont rencontré des gens comme Guénon, donc riches de quelque chose qu'ils pouvaient transmettre et que aujourd'hui ça ne se transmet plus parce qu'il y a eu à un moment donné une coupure, un chaînon manquant dans la chaîne de la transmission et malheureusement. Et c'est vrai qu'avec Internet aujourd'hui, c'est même pas envisageable. C'est certain. Non, l'intérêt de ce lieu, c'était vraiment la richesse des rencontres, des gens qui venaient, des affinités qui se liaient par sujet. Voilà. C'est vrai que la librairie était connue
son nom faisait qu'elle était connue pour le domaine alchimique. Et c'est vrai que j'y ai fait rencontrer beaucoup de gens dans ce domaine qui du reste, continuent à se fréquenter 30 ans ou 40 ans après. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et j'y ai rencontré aussi des gens comme Eugène Cancelier, comme André Savoret, qui étaient porteurs de quelque chose. Tout à fait. Tout à fait. Et on peut dire qu'aujourd'hui, justement, toutes ces personnalités n'étant plus, il y a quand même une... Le gros problème aujourd'hui, c'est ça, c'est que ces personnalités n'étant plus là, encore une fois, elles n'ont pas automatiquement transmis, ou si elles ont transmis, c'est notre génération qui n'a pas réussi à transmettre, et qu'aujourd'hui, bon, il y a effectivement un vide. Moi, je le vois dans mon autre activité d'éditeur, je le vois dans les rencontres avec les auteurs, ou quand je reçois des manuscrits, on se rend compte du vide. On est loin de Guénon. Hein. On est très loin de la spiritualité ou de la tradition, ou de ce que... sans comment dire... bon, c'est vrai que l'époque n'est plus la même. Hein. Qui aurait imaginé il y a 20 ans qu'on aurait des téléphones portables, qu'on pourrait envoyer des mails, qu'il n'y aurait plus de fax, donc la période n'est plus du tout la même. Mais bon, il reste quand même qu'il y a des gens, des individus qui véhiculent des choses, qui transmettent des choses, et qu'aujourd'hui on ne les voit plus. Bien sûr, tout à fait. Alors, on va revenir un petit peu dans le passé. Donc, l'aventure commence en 72-75. Oui, 72 d'abord, parce que il se trouve que bon, je faisais des études d'histoire et que j'avais très peu de cours et que je m'ennuyais prodigieusement, et que mon père connaissait très bien la propriétaire de la librairie La Table d'Émeraude, et que celle-ci cherchait quelqu'un pour s'en occuper, puisqu'elle ne pouvait plus s'en occuper, s'occupant de sa mère qui était malade. Donc j'ai commencé à travailler en novembre 72 dans cette librairie, que j'ai remis qui a été fermée, ouverte, donc que j'ai remis en état de marche. Et puis en 75, en 74, j'ai quitté, je suis parti en province pour finir mes études et pour me marier. Et puis que s'est posée la question de savoir si je continuais, que je devenais professeur d'histoire, ou si je choisissais la librairie. Donc, bon, je n'ai pas trop hésité, j'ai choisi la librairie. Voilà. Mais je crois que vous avez bien fait, parce que quand on regarde en arrière et quand on se souvient de vous dans la librairie, quand même. Ça a été, je peux dire, sans me targuer, ça a été un lieu connu nationalement et internationalement pendant très longtemps, puisque oui, effectivement, les gens, quand ils venaient, les gens qui s'intéressaient à ces domaines-là, quand ils venaient du Japon, d'Australie, du Canada, ils venaient à la librairie, ils passaient obligatoirement par ce lieu. Tout à fait, c'était incontournable. C'était incontournable. Alors en 75, comment était la situation justement du milieu ou des éditions ésotériques en France? Il y avait déjà, parce qu'il y avait déjà eu le Matin des magiciens, etc. Est-ce que c'était le plein essor? On voguait sur la continuité du Matin des magiciens et de Planète. Voilà. C'est-à-dire qu'on était encore sur cette lancée-là. Moi, quand je suis arrivé à la librairie en 72, donc 12 ans à peu près après le Matin des magiciens, on avait un fonds qui représentait entre 3000 et 4000 titres. Aujourd'hui, quand j'ai arrêté en 2001, j'avais 17 000 références. Aujourd'hui, une librairie dans ce domaine-là, si elle n'a pas au minimum 15 000 références, c'est même pas la peine qu'elle envisage d'ouvrir. Donc effectivement, à l'époque, on était sur des domaines, alors beaucoup fonctionnaient par mode. Dans cette spécialité, alors on était sur l'astrologie, on était sur la parapsychologie, il y avait des domaines qui étaient très importants. L'astrologie était un domaine très important. L'alchimie
était un domaine qui se développait énormément, Oui. qui s'est développé à partir de 74-75, vraiment beaucoup. Mhm. Bon, la parapsychologie, on est revenu. Alors, faut savoir que fin du 19e siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y a eu un courant important. Avec la guerre, c'est tombé, et ça a redémarré dans les années 20 jusque dans les années 35, 40, où là où à nouveau il y avait des personnalités importantes, il y a eu beaucoup d'écrits. Bon, c'était pas comparable à ce qu'on peut connaître aujourd'hui, mais il y avait des auteurs, il y avait des noms, il y avait des revues, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Il y avait des revues comme le Voile d'Isis, comme Initiation, qui avaient des tirages à 5, 10 000 exemplaires. Aujourd'hui, les revues qui existent, si elles ont 3 000 ou 5 000 exemplaires, c'est le grand maximum. Hein. Donc on n'est plus du tout dans les mêmes rapports. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu toute une période avant-guerre qui était très très riche. Et puis il y a eu, à la sortie de la guerre, bon, il y a eu, comme dans beaucoup de domaines, il y a eu on a temporisé un peu, il y avait des gens qui étaient décédés, donc il a fallu remettre un peu en route, et c'est vrai que ce qui a redéclenché tout ça, c'est le Matin des magiciens, et c'est la revue Planète. Et donc avec des domaines, la parapsychologie, qu'on n'appelait pas comme ça avant-guerre, qui s'est redéveloppée avec des auteurs importants, français et étrangers. Astro, c'est pareil, des gens comme Barbeau, comme Nicolas, Sant'Agostini, Hadès, Antares, etc. Et aujourd'hui, tous ces gens-là sont inconnus. Hein, ça n'intéresse plus personne. Vraiment, en 40 ans, bon, ça a duré quand même une bonne vingtaine d'années, mais aujourd'hui, on est vraiment passé à autre chose. Hein. Et c'est vrai que il y avait un certain nombre d'éditeurs qui fonctionnaient gentiment. Il y avait dans la foulée du Matin des magiciens, il y a Lafon qui avait lancé sa collection noire. L'aventure, il y avait Flammarion qui avait l'aventure mystérieuse. Il y a un certain nombre de choses comme ça. Ce qui fait que ça a entretenu. Et petit à petit, on est passé très très vite à le fond de livres est passé très vite, vous dites 3-4 000 au début, à 10 000 très rapidement. Parce que beaucoup de choses se publiaient, se rééditaient, et parce qu'il y avait aussi une demande. C'est ce qui est très, très important à comprendre, c'est que cette époque-là, les années fin 60 jusqu'en 90, il y avait une vraie demande. Il y avait des gens qui étaient intéressés, qui étaient curieux, qui lisaient. J'ai vendu des centaines d'exemplaires de Papus, de Médéliphacé, Gaëta, Hadès et tout ça. Aujourd'hui, c'est complètement terminé. Ça n'intéresse plus personne. On est vraiment passé à autre chose. Tout à fait. C'est une génération qui change, centre d'intérêt qui évolue. Mais en même temps, c'est un peu dommage parce que c'est un fond, c'est une culture qui, je pense, est importante à avoir quand on s'intéresse à ces domaines-là, que les gens n'ont plus parce qu'ils ne lisent plus de toute façon. Donc, c'est un lieu commun, mais bon, c'est vrai qu'ils ne lisent plus. Et puis, surtout, ils n'ont plus de culture. Oui, tout à fait. Et on peut même aller jusqu'à dire plus d'intelligence, hein. Quand même, quand on lit des Guénon, quand on lit tous ces auteurs métaphysiques, on s'approche quand même de... C'est pas compliqué. Vous prenez Guénon, par exemple, moi j'avais l'habitude de dire qu'il n'y avait pas un jour où je ne vendais pas un exemplaire d'un titre de Guénon. Aujourd'hui, pour vous donner des exemples, les 3 éditeurs qui se partagent le fonds Guénon, c'est entre 300 et 500 exemplaires par an au titre. Avant, c'était au minimum 3000 exemplaires au titre par an. Voilà. Donc, on est effectivement dans une période d'acculturation, de désintérêt, et vous ne trouvez même plus, dans les bibliographies de bouquins qu'on nous propose, vous ne trouvez même plus ces références-là.
Oui, ce qui était vraiment, alors là, c'est... Bon, parce que c'est quand même, c'est quand même des lectures, Ouais. même si on n'est pas guénonien, même si c'est quand même des lectures de référence. Tout à fait, tout à fait. Alors, dans cette période riche, quels sont les personnages justement qui venaient à la table d'émeraude? Il y avait Eugène Il y avait Chancelier. une chancelier qui venait, parce que moi je l'ai connu quand j'étais tout gamin, j'avais 4 ans Oh là là. quand il venait chez mes parents. Donc, Ouais. et il venait une fois par mois chez mes parents, donc j'ai pris l'habitude de le rencontrer d'abord chez moi, et Ouais. puis ensuite à la librairie quand je l'ai repris, et que Eugène Chancelier venait une fois tous les 15 jours, une fois toutes les 3 semaines. Ouais. Ce qui fait qu'effectivement, ça attirait aussi du monde qui s'intéressait à l'alchimie. Ouais. C'était un personnage emblématique. Ouais. Bon, il y a eu d'autres personnes, comme par exemple André Savoret, Mhm. qui est nettement moins connu, mais qui, dans le domaine du celtisme, a été quelqu'un qui a participé au renouveau, après-guerre, au renouveau du celtisme. Mhm. Bon, il y a eu des gens... je dirais, j'avais, comment s'appelait-il ouais, ça c'est un peu après, ça, mais Ouais. Pierre Dumayet, puis Oui. Pierre Dumayet, j'avais le journaliste qui était sur France Culture et avec Cazenave, qui faisait son émission justement sur tout ce qui touchait à la tradition, à la mythologie, etc. Ouais. Bon, des auteurs comme Hadès en astrologie. Ouais. Bon, Ouais. il y a à un moment donné, tout le monde passait, passait par là, revenait ou revenait pas. Mais j'ai eu aussi, alors, dans un autre domaine, bon, beaucoup plus people, mais des gens comme François Hardy, passionnés d'astrologie, qui venaient acheter ses bouquins, Mireille d'Arc, passionnée de tarot, qui venait acheter ses tarots à la librairie. Bon, voilà, donc bon, vraiment, c'était le grand écart. Hein, et puis surtout aussi, ce qui en a fait l'intérêt relativement vite, c'est que bon, je suis sorti de l'ésotérisme avec un petit E pour être en contact avec des universitaires qui... là aussi, c'était tout nouveau, parce que début 70, l'ésotérisme à l'université, ça n'existait pas. Hein. Donc, c'est vrai que très vite, quand à l'école pratique des hautes études, il y a eu un diplôme sur le sujet, les universitaires, Antoine Fèvre ou Jean-Pierre Laurent par exemple, pour ne nommer que, sont venus à la librairie, et que j'ai eu énormément d'étudiants, d'universitaires qui sont venus, qui venaient acheter leurs bouquins, c'est devenu un lieu de référence là aussi pour l'université. Bon, ce qui prouve aussi qu'à un moment donné, on est sorti de ce carcan dans lequel était enfermé l'ésotérisme, et que c'est devenu une matière qu'on pouvait enseigner, qui devenait fréquentable. Oui, tout à fait. Vous avez même fait une revue, je crois, avec Daniel Fèvre. On a fait une revue avec Antoine Fèvre, avec Pierre Deguet et Roland Eddikhofer, qui s'appelait Ariès, qui se voulait être une revue universitaire, puis ça a été faite par des universitaires, pour des universitaires. Tous les intervenants étaient professeurs ou étudiants, et traitaient de ce domaine-là. Tout à fait. Ça. Et puis il y avait aussi la revue La Tourbe des philosophes. Ça c'était le dada, ça c'était l'alchimie, ça. Ouais. Effectivement, j'ai récupéré cette revue qui avait été fondée par Jean Laplace en 85, je crois, de mémoire. C'était c'était avant, non? C'était peut-être un petit peu avant, non, vous avez raison, Chancelier est décédé. Non, pardon. Là, on fait appel à votre mémoire. Hein. Non, 78, 79, pardon. Tout à fait. Parce que... les années passées. 78, 79, elle a été créée, tout à fait. C'est ça. Et là, c'est pareil, ça a été le lieu de rencontre de beaucoup de gens. Alors bon,
Et comme dans l'alchimie, il y a plusieurs courants, effectivement. Moi, Jean Laplace et moi, après, on l'a orienté vers les écrits de Cancellier et de Fucanelli. Bon, certains n'étaient pas d'accord, mais bon, peu importe, hein, il y a d'autres courants, donc bon, elle était ouverte, c'était une revue où j'ai accepté beaucoup de contributions venant d'un peu partout, et bon, malheureusement, je l'ai arrêté faute de combattants, parce que ça devenait de plus en plus difficile d'avoir des articles qui tenaient la route. Bon, gérer une revue, même trimestrielle, 96 pages, avec bon, il faut demander aux uns et aux autres, solliciter, et puis bon, on a commencé à prendre du retard, et puis je l'ai arrêté. À regret un petit peu, hein. À regret, et en même temps là aussi, parce que après la disparition de M. Cancellier en 82, bon, il y a eu beaucoup de dissensions, beaucoup de rivalités, et j'avais pas envie de rentrer là-dedans, ça m'intéressait pas beaucoup. Il y en a qui ont voulu se prendre maître à la place du maître, se prendre pour le maître, et bon, etc. Bon, moi ça m'intéressait pas, et bon, petit à petit, les abonnements étaient là, les gens, et aujourd'hui encore on me réclame. Hein, donc, oui. Je pense que si on sortait une revue, je pense qu'il y aurait un public. Il y aurait un public. Ouais. Bon, c'est une autre époque. C'est une autre époque. Mais vous la vendez toujours? Non, elle n'est plus disponible, il n'y a plus de stock, il n'y a plus aucune revue, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ni Ariès non plus. Alors, Ariès a été repris par un éditeur étranger, par Brill en Hollande, qui l'a continué, qui, je crois, le continue toujours. Alors, au lieu d'être trimestriel, c'est 2 numéros par an, me semble-t-il, et je crois que ça continue toujours. Mais bon, c'est diffusé dans les universités, dans certaines bibliothèques. Pendant quelques années, j'en ai reçu des numéros, puis après, ça s'est arrêté. Alors, je pense qu'à la table d'émeraude, vous étiez un observatoire, justement, on peut dire aussi, du développement du milieu ésotérique, parce que quand même, vous avez vu arriver probablement l'avènement du New Age. Oui, tout à fait. Hein? Et j'en ai même un souvenir tout à fait pertinent, parce que on a une revue professionnelle qui s'appelle Livre Hebdo, qui est pour les libraires, les bibliothécaires, et auquel j'ai été abonné. Et le numéro de octobre, un des numéros du mois d'octobre 85, la couverture a été titrée sur justement l'arrivée du New Age en France. Ah oui. Via les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et la France. Et effectivement, à partir de 85, on a vu arriver les premiers livres de ce qu'on a pu appeler le New Age, qui était à l'époque tout et n'importe quoi. On appelait New Age le Reiki, le Qigong, les pyramides, les couleurs. C'était vraiment... oui, il n'y avait pas de discernement. C'était vraiment un fourre-tout dans lequel on a mis tout ce qui arrivait. Mais nous, on était déjà en retard, parce que aux États-Unis et en Angleterre, ça avait déjà bien démarré depuis le début des années 80. Mais on s'est très très vite rattrapé. Hein. Et c'est vrai que les premiers éditeurs qui ont acheté des titres, ça a été donc en 85, au début ça a été des traductions. C'était des titres qui étaient achetés en Allemagne, qui ont été traduits et qui se sont vendus vraiment très très bien. Les bouquins sur les chakras, les bouquins sur... on était étonnés parce qu'on n'avait pas du tout cette littérature-là. C'était... des auteurs étrangers, c'était présenté complètement autrement de ce qui était fait en France. On sortait de notre ésotérisme, même si c'était une notion qui venait de plus en plus vague. C'est vraiment un domaine qui s'est greffé dessus et qui s'est développé très très vite.
Et qui a même métamorphosé, on pourrait dire, la notion d'ésotérisme. Et qui a complètement perverti complètement perverti la notion d'ésotérisme, puisque aujourd'hui, quand on parle d'ésotérisme, on met tout dedans. Hein. Et je me souviens en 95, quand je suis arrivé chez Dervy, j'avais envoyé un courrier à Livre Hebdo en leur disant mais il serait grand temps que vous fassiez la part des choses quand vous présentez les livres, que vous fassiez la part des choses entre ce qu'est l'ésotérisme, le New Age, le développement personnel. Tout ça n'a strictement rien à voir. Bon, même si on veut y voir des parentés, ça n'a strictement rien à voir. Hein, il a fallu attendre 20 ans pour que maintenant on sépare les choses. On commence à les séparer, mais pas dans l'entendement des gens. Hein. Là, donc des journalistes, c'est toujours confondu. Tout à fait. Et c'est très dommage parce que cette notion d'ésotérisme ne veut strictement plus rien dire, comme la notion de spiritualité ne veut plus rien dire parce qu'on y a mis tout et n'importe quoi. Bon, tous ces mots-là n'ont plus de sens. Ce sont des mots valises dans lesquels on met tout. Oui, tout à fait. Pour beaucoup de termes, c'est comme ça. Donc évidemment, la tradition primordiale, le principe des principes, tous ces termes-là ont été relégués à des choses qui... Oui, puis je veux dire, ça ne veut même pratiquement plus rien dire pour les nouvelles générations qui arrivent et qui s'intéressent à ces domaines-là. Bon, je se pose même la question de savoir qui s'intéresse aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors à la table d'émeraude, justement, à ce moment où ce tsunami comme ça d'ouvrages sur toutes les techniques, hein, parce qu'en fait ce sont des techniques, tout à fait. ont débarqué comme ça. Est-ce qu'il y avait aussi parallèlement des personnages? Est-ce que ça a changé votre public? Pas seulement dans le public qui venait pour acheter des livres, mais aussi dans les personnalités qui fréquentaient la table d'émeraude. On a résisté un petit peu. Mais par la force des choses, on a été obligé de s'y mettre parce que les gens venaient nous demander des livres et si on les avait pas, on pouvait pas les vendre. C'était Gilbert ou la Fnac qui les vendait, donc il fallait. Donc on a ouvert. Hein, j'ai fait rentrer quantité de livres dans ces domaines-là petit à petit. Et effectivement, la clientèle s'est transformée par la force des choses. Hein, on avait toujours un noyau de gens qui étaient beaucoup plus âgés, parce que ce domaine du New Age, c'était des gens beaucoup plus jeunes qui s'y intéressaient. Donc on avait toujours cette clientèle fidèle qui avait un certain âge. Bon, mais on a très, très vite, à partir de 85, on a très vite changé une partie de la clientèle, bien sûr. Oui. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu une sorte de livre d'or de cette période-là. J'ai été sur Internet pour regarder un petit peu s'il y avait des gens qui avaient mis des témoignages sur la table d'émeraude, parce que moi j'ai une amie qui m'a dit récemment, mais tu sais, moi j'allais à la table d'émeraude, je n'y connaissais rien à l'ésotérisme, mais j'écoutais les discussions. Ah oui, ça, il y avait ça. C'était vraiment passionnant. Ça, il y avait des discussions. Ça, c'est clair que dès qu'il y avait 3 personnes qui étaient là et qui commençaient à discuter, les gens s'agglutinaient autour, participaient, échangeaient. Oui, tout à fait. Et encore, je vous dis, il y a plein de gens qui se sont connus à la librairie et qui se connaissent toujours et qui continuent à avoir des relations et tout. Hein. Et avec qui vous êtes aussi en contact, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais régulièrement, je rencontre des gens qui me disent, mais la table d'émeraude, pourquoi vous avez arrêté? C'était un lieu. Et bon, alors, encore une fois, c'est pas par forfanterie, hein, mais bon, je connais. J'ai connu pratiquement toutes les librairies en France dans ce domaine-là, et c'est vrai que il n'y a pas eu dans d'autres endroits que cette librairie où il s'est passé ce qui s'est passé. Tout à fait. C'est vrai que c'était un lieu. Alors, bon, c'est vrai que c'était un lieu chargé. Hein. Exactement. Encore une fois, il y a plein de gens qui sont passés, de gens anonymes qui ne se sont pas découverts. Hein, mais bon, je repense demander des gens, par exemple Claude Diget, qui était alchimiste, qui était
un ami d'Eugène Cancelier, bon, a commencé à travailler à la table d'Émeraude dans les années 49-50. Ouais. Bon, c'est vrai. À un moment donné, j'ai voulu noter, enregistrer, et puis c'était énorme. C'était énorme. Donc j'ai baissé les bras. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai encore des témoignages de gens. Mais maintenant, c'est une autre époque. C'est une autre époque. Mais en fait, de repenser à cette époque-là et de repenser à la table d'Émeraude, finalement, ça réanime quelque chose. Hein. Alors, oui, parce que c'est vrai que je suis assez content de cette époque, de ce à quoi j'ai participé, parce que on était un élément parmi d'autres, hein, mais c'est vrai qu'on y a participé, qu'on a permis un certain nombre de choses. Aujourd'hui, malheureusement, c'est terminé. Oui. Alors c'est vrai que ce sont des souvenirs, hein, des bons souvenirs, mais c'est terminé. Oui, c'est évident que l'époque n'est plus à ça, mais il y aurait certainement un petit noyau de gens avec qui d'ailleurs que vous voyez toujours, je pense, qui serait Et les libraires que je connais qui sont dans ce domaine-là, 3-4 libraires qui ont de belles librairies en province essentiellement, même eux le disent, leur clientèle n'est plus fidèle. C'est-à-dire que les gens passent, il y a des clients. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté, parce qu'à la fin, la fidélité, vous vous écarcassez pour eux. Et puis aujourd'hui, vous n'avez pas le bouquin, ils vont à la FNAC ou ils vont ailleurs. Donc, on est vraiment plus dans cette mouvance. Qui correspondait au niveau des idées à quelque chose. Il y avait après-guerre, il y a eu une renaissance, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ce domaine-là, et je pense que ça a atteint sa maturité à un moment donné. Puis voilà, il faut passer à autre chose. Bien sûr, bien sûr. Oui, il y avait certainement un besoin de retrouver des valeurs, plus que des valeurs, un sens. Il y avait un sens, il fallait retrouver un sens. Et c'est pour ça, du reste, que ces mots, quand ils ont commencé à être pervertis, le sens se perdait. Mais je veux dire que on a contribué à faire que cette matière, ce domaine rentre à l'université et que ça devienne une matière à part entière. Alors, on était quand même le seul pays où il n'y avait pas d'universitaire qui avait un cours, une chaire. Au Canada, il y en avait, aux États-Unis, il y en avait, en Angleterre, il y en avait, en Allemagne, il y en avait, en France. Le premier diplôme en 72 a été refusé à l'école pratique des hautes études, et il a fallu que ce diplôme soit transféré à la Sorbonne et que ça passe en littérature. C'était sur l'alchimie, c'était sur Dondelin, je me souviendrai, et c'est passé en littérature. On ne parlait pas d'alchimie, d'ésotérisme à la Sorbonne ou à l'école pratique, c'était un domaine complètement réservé. Et il a fallu attendre. Alors, à l'école pratique, il y avait François Secret qui dirigeait la 5e section, les idées religieuses et ésotériques. Mais c'était tout petit. Il a fallu ensuite, quand Antoine Fabre lui a succédé, il commençait à lui donner une ampleur international, parce que comme il était connu dans son domaine, qui voyageait, etc., ça commençait à prendre de l'ampleur. Mais ça, c'est fin des années 70. Tout à fait. Donc, tout à fait. Et c'est vrai qu'on y a contribué largement. Ça, c'est assez satisfait de ça. Mais en même temps, l'autre facette, ce serait peut-être que ces études-là ont peut-être contribué à mettre en avant l'exotérisme, finalement, de l'ésotérisme, parce que peut-être que d'étudier l'ésotérisme, est-ce que c'est pas... ça, c'est peut-être une question, c'est une question annexe, je dirais. Non, je pense pas. Il y avait besoin d'étudier
en profondeur ces courants-là qui venaient, qui n'étaient pas d'aujourd'hui. Hein. Bon, c'est des courants qui venaient de la Renaissance, il ne faut pas l'oublier. Donc la Renaissance, et puis ensuite il y a eu un renouveau à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, bon, et avec bon, là aussi des déviances. Bon, et étudier tous ces courants-là était important. Donc il y avait besoin de rebâtir quelque chose qui aussi laissait un petit peu à désirer, parce que bon, au début du XIXe siècle, il y a une sérieuse déviance. Hein, là, on a un peu confondu les choses. Oui, tout à fait. Donc bon, on a inventé plein de sources égyptiennes qui n'existaient pas, etc. Pour essayer de devenir sérieux et tout. Mais bon, donc il a fallu rétablir, et c'est vrai que à l'école pratique, les cours de François Secret, d'Antoine Fay, de Jean-Pierre Laurent ont permis de remettre sur les rails ces courants ésotériques qui ont contribué à l'histoire des idées, encore une fois, de la Renaissance jusqu'au début du XXe. Oui, tout à fait. Alors après est-ce que étudier ça de façon universitaire, est-ce qu'on arrive dans l'exotérisme? Oui, on peut l'imaginer, parce que le côté fermé est un peu dévoilé, mais bon, il y a malgré tout ce qu'on appelle la transmission. Ça c'est autre chose. Ça se dévoile pas. Ça se vit, c'est quelque chose d'autre. C'est ce que vous avez été, vous, un transmetteur finalement à la table d'émeraude. Oui, tout à fait. C'est comme ça que je perçois le travail que j'ai fait. J'ai été quelqu'un qui a réuni les gens et qui a permis de transmettre. Après, bon, ils en faisaient s'ils voulaient, hein, mais il y avait les livres, il y avait les gens qui se rencontraient, et voilà, ça passait, et Inch'Allah. Les gens en faisaient s'ils voulaient, en fait. C'est merveilleux. On fait une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes. Merci beaucoup, Bernard. Franchement, c'est un pan de toute une vie. C'est extraordinaire, hein, quand même. C'est un pan d'une vie, et puis c'est aussi le témoignage sur un domaine de la pensée, de l'écrit, un peu important, parce que c'est vrai que c'est dommage, et là ça fait partie de mes regrets d'éditeur. Chaque fois que j'ai tenté de demander des mémoires à des personnalités, j'ai signé les contrats, et puis les personnes sont décédées avant d'avoir écrit. Donc c'est vrai qu'il y a peu de mémoire de ces époques, même je vais dire, bon, je suis plus jeune que ça, mais des années 50, fin de la guerre, aux années 90, 95. Il y a peu de choses, il y a peu d'écrits, et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont contribué, qui ont participé, qui auraient pu laisser des choses et qui n'ont pas laissé. Ce qui fait que il y a beaucoup de choses que les générations qui viennent vont ignorer, ne connaîtront pas, et c'est vrai que c'est un peu dommage. Il n'y a pas ce relais, hein. Il n'y a pas de relais, voilà, on revient la chaîne de la transmission a été coupée à un moment donné, et il y a des maillons manquants, hein. Alors il y a une génération qui n'a pas fait son travail, et on le voit dans les mouvements, et même dans les mouvements initiatiques. Parler de la franc-maçonnerie, par exemple, c'est très net. C'est très net qu'à un moment donné, il y a une transmission qui ne s'est pas effectuée, et que, je vais dire, avant 2000 c'est quelque chose, après 2000 c'est autre chose. On n'est plus dans la même perspective, dans les mêmes intérêts, etc. C'est très clair, très clair.
Alors, vous écoutez Ma Joie de Vivre numéro 7. On a redémarré parce que dans tous ces échanges passionnants, eh bien tant pis, on n'a pas cité l'émission, mais ça fait rien, en compagnie de Bernard Renaud de La Favrie, et nous évoquons vraiment la période merveilleuse de la librairie La Table d'Émeraude, rue de la Huchette. Et je crois que vous avez parlé d'un personnage aussi, Jodorowsky, qui était venu à la librairie. Oui, qui était venu en arrivant du Chili, qui était venu à la librairie. Déjà, il s'intéressait au tarot et il était venu avec son fils et ça a été un client fervent puisque c'était un passionné d'échecs et il venait régulièrement jouer aux échecs à la librairie, période où on avait le temps et où il venait de tourner un film avec son fils et le topo. Oui. Et à l'époque, je lui avais fait rencontrer, parce qu'il s'intéressait beaucoup à l'alchimie aussi, et je lui avais fait rencontrer Eugène Cancelier. Mm-hmm. Et il y avait eu une émission sur France Culture entre deux, qui était très très intéressante. Même c'est un personnage que j'ai retrouvé il y a quelques années, parce que j'ai republié un livre qui s'appelait La Tricherie Sacrée, qui avait été publié par Dervy, que j'ai refait il y a quelques années, donc j'ai repris contact avec lui. Et le personnage égal à lui-même, il avait bien vieilli, hein, oui, parce que aujourd'hui il a plus de 80 ans. Mais il tire toujours les tarots dans un café à Paris. Hein. Il tire toujours plus il semblerait que oui, ça continue quand même. Oui, et puis il s'intéresse beaucoup à la psychogénéalogie, aussi la psychomagie. Mais bon, il a bien vieilli. Bon, écoutez, c'est ça, hein, le parcours malheureusement de tous ces... Oui. Il est plus tout jeune, hein, il a plus de 80 ans. Donc, tout à fait. Bon. Alors, à côté de la librairie, il y a eu aussi l'aventure, si je puis me permettre, des éditions. Les éditions Dervy dans les années 80, c'est ça ? 95, donc beaucoup plus tard. Ça. Beaucoup plus tard, oui. Moi, j'avais développé ma maison d'édition à partir de 80, où j'ai fait un certain nombre d'ouvrages qui étaient des rééditions, surtout des rééditions de textes d'alchimie, d'astrologie, et puis quelques ouvrages d'auteurs qu'on a fait. On a fait entre autres le livre d'Emmanuel sur George Sand. Oui. Puis bon, quelques autres livres, mais bon, j'avais surtout axé ça sur des rééditions de livres épuisés ou anciens. Hein, et puis c'est vrai que Dervy qui s'appelait Dervy Livre à l'époque, qui était mon premier fournisseur de livres pour la librairie, avait été vendu en 85. Bon, puis il y a eu moi à l'époque j'avais été intéressé, mais j'avais pas les moyens de racheter la maison, donc et puis il y a eu des problèmes. La personne qui a racheté ça n'était pas éditeur, avait une autre activité, il a fait faillite, et donc ça a entraîné Dervy dans la faillite. Ça a été repris par quelqu'un d'autre, ensuite ça a été racheté par les éditions Magnard, et pour finir qu'en 94, les éditions Magnard étaient en très mauvaise position financière, et ça a été racheté par Albin Michel. Et Dervy était dans la corbeille. Et un jour, pas du tout pour ça, il y a deux personnes de chez Albin Michel qui sont venues me trouver parce que ils travaillaient sur une campagne pour leur collection Spiritualité vivante. Moi j'étais libraire, donc ils venaient me trouver puis en déjeunant ensemble. Je leur pose la question de savoir ce qu'allait devenir Dervy, puisque c'était dans la corbeille qui avait été racheté par Albin Michel. Et puis de fil en aiguille, le déjeuner qui devait durer 1 heure a duré 3 heures. Et pour finir en me disant, mais éventuellement, ça t'intéresserait je dis oui, pourquoi pas, oui, ça peut m'intéresser, parce que cette maison pour moi est absolument emblématique. C'est la plus grosse maison d'édition dans le domaine. Elle avait été fondée en 46, comme la Table d'Émeraude du reste, par Madame Renard. Et à partir des années 70, elle avait développé la diffusion, et quasiment tous les éditeurs qui faisaient
qui éditait dans le domaine de l'ésotérisme était diffusé par DRV, ce qui fait que ça faisait quelque chose de cohérent. Et donc en 92, quand ça avait été racheté par Magnard, à cause de ça, du reste, pour la diffusion, parce que ça faisait beaucoup de titres, ça leur donnait de la matière pour travailler. Et en 95, la diffusion, c'était autre chose, c'est un autre métier, et donc on m'a proposé donc de prendre la direction des éditions d'Hervy, auquel j'y suis toujours, depuis 18 ans maintenant. Oui. Et c'est une autre aventure, effectivement. Ça a été une autre aventure, oui, tout à fait. Une autre aventure, parce que il a fallu remonter cette maison qui malheureusement avait été gérée n'importe comment entre 92 et 94. Et il y avait un fonds qui était le fond de la maison, qui était le socle sur lequel la maison était bâtie, qui était plus du tout exploité, qui était maltraité, etc. Il a fallu tout reconstruire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un éditeur qui compte dans le domaine. Et en juillet 2011, Albin Michel nous a vendu au groupe Très Daniel, qui aujourd'hui est le principal groupe dans le domaine de l'ésotérisme, du développement personnel, de la santé. Oui, ça a changé la ligne éditoriale. Non, ça n'a pas changé. Non, parce que après moi on verra. Tant que je suis là, la ligne est maintenue. Et je tiens à ce que cette ligne soit maintenue, parce que c'est l'identité de DRI, et que les deux tentatives qui ont été faites entre 85 et 94 de changer l'orientation de DRI se sont soldées par des échecs. Je pars du principe que, et c'est pas seulement pour une maison d'édition, c'est pour toute entreprise, si on n'en connaît pas son histoire, le dirigeant ou les dirigeants passe à côté de quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé quand cette maison a été reprise par 2 fois. Les gens qui reprenaient, c'était plus un hobby qu'autre chose, et n'avaient pas du tout compris ce qu'était ce qu'il y avait dans le catalogue et à quoi ça correspondait. Et donc ils sont passés complètement à côté. Ils n'étaient pas habités par les ouvrages comme vous. Ils n'étaient pas, oui, parce que vous étiez déjà le transmetteur. Probablement, et je crois que oui, je crois pas, j'en suis même sûr. Je suis le meilleur connaisseur de DRV, de l'histoire de DRV, et que on peut faire évoluer la ligne éditoriale, et je l'ai fait évoluer, évidemment, mais tout en gardant ce fond de tradition, ce fond d'ésotérisme. Alors j'ai ouvert sur le développement personnel, j'ai ouvert sur la santé, j'ai ouvert sur la philosophie, parce que c'est incontournable. Il faut aussi être dans l'actualité, être à la mode, on va dire. Oui, être à la mode, tout à fait. Tout à fait. Il faut savoir s'accrocher effectivement à des courants, essayer de les accompagner. On peut être très vite laissé sur le bas-côté. Et je vois par exemple les éditions Très Daniel. Ils ont su, eux, partir d'un fond d'ésotérisme. Il a commencé en 74 avec ce qu'on peut appeler vraiment des livres d'ésotérisme. Pour aujourd'hui n'avoir quasiment plus rien dans ce domaine-là. C'est des livres au catalogue, mais pour être sur le développement personnel, sur la santé, sur des domaines où science et spiritualité, et où il a su très bien se positionner. Mais parce que je crois qu'il avait pas la même histoire que nous, il n'y avait pas la même tradition, donc nous, il faut impérativement qu'il y ait ce socle-là, et qui n'empêche, effectivement, j'ai lancé des collections de philosophie qui ont très très bien marché. Là, je viens de lancer une collection de sciences et spiritualité, qui démarre avec des auteurs importants, etc. Il faut être dessus, sur ces créneaux-là, parce que quelque part,
science et spiritualité, on est aussi sur une continuité de la tradition. Tout à fait. Et que les scientifiques aujourd'hui se posent des questions. Dans les années 80, les gens comme Charon, etc., se posaient déjà ces questions. Mais aujourd'hui, c'est devenu plus important, et pas seulement, je dirais pas beaucoup en France, beaucoup à l'étranger, des Américains, des Anglais, des auteurs étrangers qui se posent réellement des questions sur la finalité de la science par rapport à la spiritualité ou aux spiritualités. Et là, par exemple, je vais sortir un livre sur islam et science par un scientifique. Et c'est vraiment très intéressant de voir comment aujourd'hui des scientifiques, qu'ils soient au CNRS ou dans des centres de recherche équivalents à l'étranger, sont interpellés par ces choses-là. Oui, tout à fait. La science n'a plus la même finalité aujourd'hui. Oui, elle se pose des questions fondamentales. Tout à fait, elle est obligée de se tourner vers le spirituel, finalement. Et donc, pour moi, il est important qu'on participe à ces courants-là. Oui, tout à fait. Il faut pas les négliger. Voilà, c'est important. Alors, pendant un temps, vous avez eu la table d'émeraude en même temps que les éditions. Oui, ce qui m'a permis d'avoir un très bon observatoire. Ah, voilà. J'étais d'un côté et de l'autre. Oui. Bon, alors c'est plus moi qui m'occupais de la librairie, c'est mon frère qui s'en occupait. Oui. Mais il n'empêche, j'étais là très fréquemment. Et ça me permettait d'observer ce à quoi les gens s'intéressaient, pouvoir influer sur la politique éditoriale de Derby. Ça permettait d'être des deux côtés de la barrière, et ça a été très intéressant. Oui. Certainement, et justement du point de vue des rencontres aussi, parce que je suppose que là vous avez rencontré aussi les auteurs que vous ne voyez pas forcément à la librairie. Pas forcément, tout à fait. Et j'ai trouvé à la librairie des gens qui sont devenus des auteurs pour Derby. Donc tout ça s'est interchangé. Tout ça c'est Et c'était l'époque, toujours dans le New Age aussi, peut-être des groupes de spiritualité. Non, qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là dans les auteurs qui venaient vous voir de cette époque? Alors des groupes de spiritualité, oui, il y en avait plein qui se sont développés. C'était assez la mode. Vous dire, j'ai plus ça en mémoire. Mais oui, c'est là où des revues comme Terre du Ciel, comme Dalla Chevilla, oui, comme c'était Arnaud Desjardins aussi cette époque-là. Oui, tout à fait. Arnaud Desjardins, c'était un auteur qui était très prolixe et qu'on vendait très très bien. Ça fait partie de ces auteurs qui dès qu'un livre sortait, tout de suite, vous aviez tous les fidèles qui venaient acheter ça, et il avait un vrai public. Oui, ça a été la revue de Marc de Smet aussi. J'oublie son nom. Question 2. Ça a été Question 2. Après, ça a été Nouvelle Clé. Après, il y a eu plein de choses. Il y a eu cette revue aussi. Ça c'était un petit peu après. Il y a eu bien des soucis du reste. Ils ont été accusés d'être une secte. Ils étaient dans le sud de la France. Mais bon, il y a eu tout un tas de mouvements qui se sont développés, qui se sont créés à cette époque. Bon, avec il y a eu toute l'époque aussi post et après Temple solaire où tout mouvement était suspecté d'être une secte et où ça a posé beaucoup de problèmes aux libraires. Oui. Ça impactait forcément l'année. Ça vous a posé beaucoup de soucis. Oui, ça nous a posé, puisque je dirais à l'époque la principale
l'association de libraires d'ésotérisme, l'ALEF, à l'époque avait dans son intitulé le mot ésotérisme. L'association des libraires d'ésotérisme et français ou je sais plus quoi. Et ils ont supprimé le mot ésotérisme. Et on nous a demandé que le diffuseur nous a demandé de supprimer le mot ésotérisme parce que l'ésotérisme était associé à secte. Donc oui, ça nous a posé des problèmes suite à l'histoire du temple solaire. Oui, tout à fait. Parce que effectivement, il y a eu ces dérives sectaires. Alors là, on pourrait là aussi en dire beaucoup de choses parce que là aussi, à mon avis, on a confondu beaucoup. Il y a eu des amalgames. Il y a eu des amalgames, il y a eu des confusions. Je pense que dans les années 70, ce qu'on appelait les sectes étaient beaucoup plus importantes et beaucoup plus nocives que après. Après, elles se sont démultipliées. Après, il y a eu effectivement des abus, des choses aberrantes, avec non-assistance à personne en danger, etc. Des trucs complètement fous, comme la lumière du Graal, l'abdo-chine, des choses qui ont abouti à des morts de personnes. Mais là, c'était un peu c'est pas anecdotique parce qu'il y a eu mort de personnes, mais dans les années 70, il y a des sectes qui étaient beaucoup plus importantes en nombre d'adhérents et avec la force du contenu qu'ils véhiculaient, c'était beaucoup plus important qu'après. Donc vous, dans les années effectivement 90, c'était ça, les années... Et ça, il a fallu être excessivement prudent, parce que plus d'une fois, on a essayé de nous piéger, nous entraîner dans des choses auxquelles on n'avait pas participé, on n'avait rien à faire. Mais c'est vrai ce milieu-là était assimilé pour beaucoup au mouvement sectaire. Et ça a duré quelques années. Et ça a certainement dû contribuer au déclin Oui, ça a contribué au déclin parce que les quelques mouvements, sociétés de pensée qui auraient pu se démarquer et faire contrepoids ne l'ont pas fait. Ils se sont terrés, ils sont refermés sur eux-mêmes et ils ne l'ont pas fait. Donc effectivement, ça a contribué pendant un certain temps à nous poser des problèmes et il y a aussi toute une littérature qui s'en est suivie. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui, on a amalgamé finalement les sociétés, par exemple les sociétés initiatiques, quand il y en avait, à des mouvements religieux, des mouvements religieux, pseudo-spiritualistes. Voilà, exactement. Tout à fait. Et donc, effectivement, ça a été... Et je pense que ceux qui auraient pu réagir l'ont pas fait. Y compris dans l'édition ? Parce que non, c'était le support. Dans l'édition... il y en a certains qui se sont effectivement servis de l'édition pour véhiculer leur message. Après, vous êtes vigilants et à vous de ne pas prendre les bouquins, de les mettre en rayon ou en vitrine. Mais parfois on se fait piéger. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est arrivé d'avoir des réactions complètement hallucinante de la part de personnes. J'ai découvert ensuite qu'elles faisaient partie de certaines associations et où on me mettait réellement en accusation de véhiculer des pensées qui n'étaient pas conformes à la leur, etc.
je ne citerai pas de nom bien d'associations sûr. qui existent toujours, et qui ont largement chuté en nombre et en influence, heureusement. Mais effectivement, j'ai eu affaire à ça aussi. Que d'histoire pour cette table d'émeraude et toutes ces éditions. Vous savez, à partir du moment où on véhicule la pensée, où on véhicule des idées, où on essaye de participer à quelque chose, bon, c'est logique. Hein, tout à fait. La lumière attire les ténèbres attirent la lumière. Tout à fait. Bon, donc... j'ai un peu tendance à dire que bon, il y avait plus de lumière que de ténèbres à la table d'émeraude. Oui. Mais c'est vrai que bon, on a eu parfois bien des problèmes. Bien sûr, parce que la lumière attire tout le monde. Et donc forcément. Tout à fait. Tout à fait. Même des fous qui sont venus détruire la vitrine parce qu'il y avait des livres qui leur plaisaient pas dedans. Ah oui, carrément. Oui, carrément. Oh là 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 là, ouais, effectivement. Hein, donc c'est vivre dangereusement quand on. Ouais, non, c'est assez étonnant de voir les excès que ça peut provoquer. Oui. Hein, je pense que dans le domaine de la pensée, il y a effectivement l'ésotérisme qui peut provoquer ça, et il y a la politique et la philosophie qui peuvent provoquer ce genre de réaction. Oui, tout à fait. Mais bon, oui, on peut avoir des réactions violentes. Tout à fait. On sait par exemple que les mouvements néo-celtiques, parfois, oui, aussi, ont été proches ou amalgamés avec de l'extrême droite, etc. Il y a eu toute cette tendance-là aussi. Oui, mais... Par exemple, mais ça c'est vraiment... Oui, mais c'est aussi... là, par exemple, c'est aussi une réalité. Tout à fait. Même si tous les mouvements néo-celtiques ne l'ont pas été, il y en a un certain nombre qui ont été très proches du nazisme et ensuite de l'extrême droite. Tout à fait. Et c'est vrai que vouloir véhiculer quelque part des idées, ça a toujours posé des problèmes en France. Hein, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, qu'on soit athée, qu'on soit croyant, quand vous voulez affirmer quelque chose, vous êtes toujours suspecté, et c'est terrible de ne pas avoir cette capacité de pouvoir écouter, admettre la différence. Et c'est vrai que c'est pareil, à un moment donné, l'ésotérisme avec un grand E, on a dit oui, ceux qui s'intéressent à ça sont beaucoup plus proches de la droite. Bon, ça a strictement rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est une pensée. Alors. Parce que on y met le mot tradition et que le mot tradition est beaucoup plus proche de la pensée. C'est des concepts, oui, tout à fait. Des concepts qui sont complètement dépassés. Oui, tout à fait. Complètement. Oui. Alors la table d'émeraude, donc elle poursuit son chemin jusqu'à la fin. Jusqu'en 2001. Oui. 2001. Et là, ça a été la fin. Ça a été la fin, mais alors bon, à regret évidemment. Avec le recul, je me suis dit, bon, on aurait pu la déplacer ailleurs, dans Paris, les gens auraient suivi, sûrement, on en aurait perdu, mais les gens auraient suivi. Et puis en même temps, je crois que la période était passée. Ce qu'on avait à faire, on l'avait fait. Peut-être présomptueux. Hein. Mais non, bien au contraire. Je pense qu'on l'avait fait. Bon, j'ai continué ça avec Dervy. En essayant de publier des choses. Mais aujourd'hui, le métier de libraire, c'est très très difficile. Aujourd'hui, je le referai pas. C'est beaucoup trop compliqué. Il y a des contraintes, il y a des... Bon, et puis les conditions, puis l'évolution qu'il y a en ce moment avec le numérique, avec tout ça fait que les libraires sont en difficulté.
En plus, alors bon, c'est vrai que bon, quand on est dans des niches, bon, c'est moins difficile que quand quand vous avez une grande librairie générale où vous faites un peu de tout, mais en même temps, la clientèle a changé, la clientèle a diminué, les gens s'intéressent plus du tout aux mêmes choses. Donc, je pense qu'il y a plus la nécessité. C'est quand on fait le tour. En 74, on était en France 5 libraires dans le domaine. Il y en avait un à Toulouse, il y en avait 4 à Paris. En 85, entre 85 et 89, c'est monté à 250. Waouh, c'est énorme. C'est énorme, tout à fait. La 6e librairie a été installée à Lille, c'était le Berceau, qui était une très belle librairie, pareil, qui, quand il a cessé son activité, il a essayé de la vendre, il n'a jamais réussi à la vendre, donc il l'a fermé. Mais oui, entre 85 et 89, 90, on est 250. Ce qui veut dire qu'il y avait vraiment... il y avait le public, il y avait une demande, il y avait le public. Aujourd'hui, l'ALEF, l'association des libraires qui ont été jusqu'à 35 doivent être 17 ou 18 et ce sont des librairies plus de développement personnel que d'ésotérisme et je vais dire si aujourd'hui il y a grosso modo 25 librairies spécialisées, vraiment spécialisées et qui vivent. Alors, je parle pas de petites librairies qui font en même temps tirage de cartes, Castro, etc. Vraiment des librairies qui ont l'activité. L'activité librairie est à 75-80% de leur chiffre. S'il y en a 25, ça doit être le grand maximum. Donc, ce qui veut bien dire que la clientèle a disparu. Alors, bon, c'est vrai que ce qu'il n'y avait pas à l'époque existe aujourd'hui, c'est que vous avez dans des grandes librairies, pour pas nommer les Fnac, mais des grandes librairies comme Mola, comme à Bordeaux, comme Ombre Blanche à Toulouse, De Citre à Lyon, les Furies du Nord à Lille. Bon, ils ont tous des rayons d'ésotérisme, des rayons qui sont, je dirais, relativement bien achalandés. Ça, il n'y avait pas ça à l'époque. Mais ce qui veut dire aussi que c'est passé dans les grandes librairies, donc c'est devenu à la portée de tout le monde. Avant, c'était quand même un public restreint, qui était vraiment ciblé, qui s'intéressait à ça. Maintenant, c'est devenu... c'est la masse. Pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde. C'est le règne de la quantité. Tout à fait. Voilà. Oui, tout à fait. Alors là, René Guénon. Tout à fait. Donc, mais oui, donc, je veux dire, aujourd'hui... le dernier vrai libraire dans le domaine à Paris, dans ce domaine-là, qui est la librairie du Graal, va fermer. Bon, alors il y a quelques librairies, mais bon, c'est des livres développement personnel, comme vous disiez. Tout à fait. Donc bon, il y en a 2-3, mais l'incunable à Toulouse, est à vendre, c'est en mauvaise santé. Donc, là, vraiment, on est dans une autre époque. Là. Et c'est pour ça que bon, j'ai pas de regrets. J'ai fait ce que j'avais à faire avec cette librairie pendant le temps qui m'était imparti. Et puis bon, maintenant j'ai autre chose à transmettre avec les éditions, les livres. Parce que là aussi, on n'en a pas parlé, mais le métier de libraire et le métier d'éditeur, c'est pas un métier, ce ne sont pas des métiers anodins. On transmet quelque chose. Tout à fait. Le libraire, il a une responsabilité avec ce qu'il met dans ses rayons. Moi, j'ai toujours choisi
de façon responsable ce que je mettais dans mes rayons. Hein, et au niveau éditorial, c'est la même chose. Quand je mets en circulation un livre, j'ai une responsabilité. On ne peut pas lancer comme ça. Le livre n'est pas une simple marchandise. Il y a quelque chose. Il y a un message, il y a un contenu. C'est destiné à quelqu'un pour ça s'adresse pour des raisons précises à un public qui est intéressé, qui est captif. Donc on peut pas. Et en plus on est vite sanctionné si jamais on publie des choses sans grand intérêt. C'est pas vendu ou. Alors bon. Là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Mais quand on essaye de rester dans un domaine traditionnel, si on dévie un peu, on est vite rappelé à l'ordre. Alors après, vous avez tout ce que l'on appelle ésotérisme avec un petit E et qu'on confond avec le New Age, avec le développement personnel et tout ça. Et alors là, vous savez, aujourd'hui, vous avez tout et n'importe quoi. C'est énorme. Consternant. C'est consternant et bon. Je vais dire, je suis plus du tout dans la joie justement de ce qu'était la table d'émeraude. Non, c'est consternant de voir ce qui intéresse les gens, les livres qui sortent, les modes. Là aujourd'hui, on est dans la mode des NDE, on est dans la mode des gens qui ont été contactés par les extraterrestres, on est des trucs où on est capable là récemment je vais pas me faire un ami, mais bon, tant pis. Il y a eu sur M6 la semaine dernière une émission qui a duré de 21h à 2h du matin, qui s'appelait Inexploré, sur des sujets. C'était consternant. Consternant. Et ça correspond. Mais ça correspond à un public et ça correspond aussi à la littérature qui est mise en circulation aujourd'hui. Tout le monde veut parler de ses expériences de NDE, tout le monde veut parler de ses contacts avec les extraterrestres, tout le monde veut parler de ci, de ça, sans savoir et sans que ce soit réellement étayé. Et on va même, à mon avis, beaucoup trop loin, parce que pour reprendre ce problème des NDE qui aujourd'hui est à la mode, je sais pas, depuis le début de l'année, il y a dû y avoir 25-30 livres sortis là-dessus, écrits par des médecins, par des neurologues, qui sont absolument persuadés de la chose. Aujourd'hui, il n'y a aucune certitude. On est dans le flou le plus complet dans ce domaine-là. Et eux arrivent avec leurs gros sabots, avec leurs certitudes, et ils vendent. Le comble du comble, c'est que ce sont des bouquins où il y a un public. Ma vie au paradis, 25 000 exemplaires. Etc. Donc là, il y a un public pour ça, il y a une demande. Mais moi, je participe pas à ça. Mais bien sûr, c'est très bien. Je ne tiens pas à participer à ça. C'est très bien parce que finalement, vous êtes le transmetteur de la tradition avec un grand T, on peut le dire. Je pense qu'on est les derniers. Oui, mais c'est pour ça qu'on tient à vous, Bernard, et on tient à vous dans cette émission, et on tient à vous entendre parce que justement, comme vous êtes un des derniers, ou peut-être même le dernier. Non, je suis pas le dernier. Un des derniers. Il y a encore et donc c'est d'autant plus précieux. Oui, mais bon, si on n'est pas les derniers des Mohicans, est-ce qu'on n'est pas, est-ce qu'on fait pas perdurer quelque chose qui n'a plus de raison d'être, ou à la fin on se pose des questions, parce que même dans les milieux traditionnalistes. De mouvements initiatiques traditionnalistes, je le corrige. Même là, la tradition se perd. Tout à fait.
Et même, on pourrait dire, chez les Guénoniens, on s'éloigne aussi de plus en plus, je dirais, dans beaucoup de... Et puis dans certains milieux maçonniques, bon, etc. Tout pareil. On est loin, de plus en plus éloigné. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que les gens qui s'intéressent à plus ou moins de ça ne le voient pas, ne sont pas, ne se posent pas de questions, ne sont pas perturbés par ça. Alors bon, c'est vrai que ça fait 40 ans que je navigue dans ces milieux-là. Donc c'est vrai que j'ai une autre vision, une autre perception des choses, que des gens qui s'y intéressent depuis 3, 4 ans, 5 ans. Mais bon, que ce soit là, mais même dans le domaine alchimique, c'est une catastrophe. Oui, catastrophe. Oui, très certainement. Oui. On imagine bien. Oui, tout à fait. Bon, Bernard, on fait une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes. Merci beaucoup. Alors, vous écoutez Ma Joie de Vivre numéro 7 en compagnie de Bernard Renaud de La Favrie, avec lequel nous partons dans tout cet univers des éditions ésotériques, de la librairie de la Table d'Émeraude, bien sûr, et puis du constat un petit peu attristant, consternant, tel est votre mot, de ce qui est devenu aujourd'hui le milieu ésotérique en France, mais peut-être aussi à l'étranger d'ailleurs. Hein. Je pense que ça doit être global. C'est pas tout à fait pareil. Ah, alors, oui. Non, c'est pas tout à fait pareil, parce que il n'y a pas cette, que ce soit en Allemagne ou en Angleterre, c'est un peu moins vrai, mais il n'y a pas cette tradition, il n'y a pas cette histoire qu'on a eue, nous, dans la fin du 19e, début 20e. On a eu en France tout un courant. Alors c'est vrai qu'en Angleterre c'était aussi important, mais en Angleterre ça s'est délité de façon différente qu'en France. En France, ça a duré, je dirais, des années 1880 jusqu'à la Première Guerre mondiale, où on avait vraiment un courant important qu'il n'y avait pas en Allemagne. En Angleterre, ça existait. Dans les autres pays, Espagne, Italie, tout ça, non, la France était un courant important, où du reste les auteurs français étaient traduits à l'étranger, étaient des phares du reste pour et aujourd'hui, comme il n'y avait pas cet historique, ça se passe pas de la même façon. En Allemagne, le courant New Age n'est venu rien remplacer. Ça c'est arrivé, ça s'est positionné, et puis ça s'est développé normalement. Et l'édition dans ce domaine-là est très très florissante. Ils ont publié des milliers de livres à des tirages impressionnants que nous on n'a jamais atteints. Même dans les traductions qu'on a pu faire de leurs livres, on n'a jamais atteint les tirages qu'ils ont fait. En Angleterre, c'était même si le courant New Age est passé par l'Angleterre, la prise a été différente qu'en France et qu'en Allemagne. Là, c'est pareil, il y avait une assise ésotérique, magique, occultiste, beaucoup plus importante. Donc la prise est pas la même, et les constats sont pas les mêmes. En Allemagne, vous parlez du domaine du développement personnel, de l'ésotérisme et tout, ils sont très contents. Il y a pas de perte de sens. Il y a pas tout ça. Alors que oui, en France, on est complètement dans une perte de sens. Et alors je disais tout à l'heure hors antenne, on est dans des cycles. Oui, c'est ça. On a eu des périodes importante, ce que je disais, dans 1880, la Première Guerre. Après, c'est retombé. C'est remonté avec le Matin des magiciens, et puis tout ce que ça a traîné derrière jusque dans les années
85, 90. Et puis après, bon, ça a été le règne de la quantité, la profusion de tout et n'importe quoi, sans discernement. Tout était bon à publier, tout était bon à être traduit, tout est bon. Et c'est vrai qu'à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, vous aviez des ouvrages qui se vendaient à des milliers d'exemplaires. Dans ces domaines-là, il y a certains éditeurs, Médicis, que Dervy a racheté en 2001, qui a été le premier à acheter des droits en Allemagne, le premier à publier des livres New Age, entre guillemets. Il y a 5 ou 6 titres qu'on a toujours au catalogue qui se sont vendus à des dizaines de milliers d'exemplaires à l'époque. Donc il y avait une demande. On n'avait pas ça, donc il y avait une demande, il y avait une image, il y avait un mirage, il y avait quelque chose qui se passait. Et bon, ça a correspondu au développement des pratiques dites spiritualistes, avec le zen, le yoga, avec toutes les pratiques du tai chi, du qigong, du reiki et tout ça. Et bon, là, ça fait florès. Les gens se sont jetés là-dedans. Ça a permis probablement de compenser beaucoup de choses. Et bon, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup de monde qui pratique le yoga, le zen, le reiki, le qigong. Bon, c'est devenu des domaines à part entière, et même des domaines éditoriaux, parce que on publie dans ces domaines. Il y a beaucoup de livres qui sont publiés dans ces domaines-là. Dans les années 70, le yoga, il y avait 10 bouquins, il y avait 15 bouquins. Et puis c'était du yoga, c'était pas voilà. C'était. C'est pas le yoga d'aujourd'hui. Non, ça n'a rien à voir. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Oui, tout à fait. Et en France, il y a aussi une tradition mercurienne quand même. Genre, par rapport à ce que vous dites de l'Angleterre, de l'Allemagne et probablement d'autres pays, il y a une tradition d'écrit, d'un certain intellectualisme. On fait attention. On a ça en nous. Bien sûr. Et je pense que ça fait partie vraiment de cette transmission aussi. Ça fait partie de la transmission, tout à fait. C'est effectivement une part importante. Oui, tout à fait. Et c'est ça qu'on est en train de perdre, enfin, qui est peut-être tout simplement... voilà. Moi, je pense qu'on la perd. Honnêtement, je pense qu'on la perd. Oui. Soyons réalistes. Non, moi, je suis très pessimiste. Bon, même si je côtoie plus les mêmes personnes, parce que j'ai plus la librairie, mais les auteurs, les libraires, on le publie dans les salons, etc. Bon, on se rend compte on perd complètement cette chose-là. Et même dans les auteurs que vous avez connus à l'époque du début des éditions, quand vous avez repris Dervy, vous voyez aussi un changement dans leur écriture. Oui, c'est ça. Non, puis des auteurs, bon, d'abord, des auteurs qui, avec l'âge, ont disparu. Il n'y a pas de renouvellement. Et c'est ça. Il n'y a jamais eu autant de gens qui ont écrit, mais il n'y a pas de renouvellement sur le fondamental. Oui, c'est ça. C'est... J'ai sorti un livre sur le surréalisme et le milieu ésotérique. Bon, il y a une très grosse accointance entre le surréalisme et avec Breton, etc. Et tout le milieu de l'ésotérisme où ils sont allés chercher beaucoup de sources. Bon, c'est un bouquin remarquable dont je suis très fier. Oui, c'est bien. Oui, tout à fait. Malheureusement, c'est 300 exemplaires vendus. Par contre, les Américains nous l'ont acheté. Ce qui prouve qu'aux États-Unis, il y a des gens qui sont intéressés. Tout à fait. Par cette tradition, par ces sources que l'auteur a mis en avant, montrer l'influence que ces courants-là ont pu avoir sur la pensée des surréalistes, et puis bien d'autres du reste. Mais en France, 300 exemplaires, c'est consternant. Donc nous on est au bout et eux ils sont intéressés, c'est presque exotique entre guillemets, mais il y a un véritable intérêt pour la culture française et cette marque intellectuelle. Alors c'est curieux parce que aux États-Unis, je suis en relation avec le principal éditeur dans ce domaine et quand on voit le catalogue.
c'est un fourre-tout oui, à l'américaine, on voit bien. Hallucinant, à l'américaine. Mais vous avez tout dedans. Ouais. Vous avez aussi bien des livres de tradition que des livres de New Age, de développement personnel, de zen, de yoga, machin. Tout est mélangé, mais nous, on n'a pas ça en France. Hein. Chacun peut piocher ce qu'il a envie dans ses catalogues. Hein. Donc, il y a toujours une possibilité de tirer un fil. Bon. Il a même, cet éditeur, il a même été jusqu'à publier un livre de Charles Duhigg. Charles Duhigg, c'est au niveau philosophie, surréalisme, etc. Bon, c'est pas n'importe qui. Bon, en France, je vous rassure, personne ne connaît. Hein. Personne ne connaît. Mais bon, c'est tout un courant très marginal au surréalisme, à la fin du surréalisme et au développement de toutes ces de tout ce courant avec les plantes hallucinogènes, les utilisations cannabis, etc. Et toutes ces expériences qui ont été faites. Et bon, faut avoir le courage de publier ce bouquin. Hein, il a publié un autre livre de chez Derby. Bon, c'est pareil. Nous, on en vend 300. Eux, ils publient ça et ils en vendent 10 000. Bon, il y a quand même quelque chose qui fonctionne plus sur notre bonne vieille terre française. Française, oui, tout à fait. Mais est-ce qu'on peut pas se dire, après tout, il y a eu ça au 19e siècle? Est-ce qu'on peut pas se dire, on est au bout, on arrive, à un moment donné, on va arriver au bout du cycle, et peut-être que quelque chose va ressortir? Alors, je sais pas. Ayant pas mal étudié ces courants-là, de la Renaissance à aujourd'hui, il y a toujours eu un courant, même souterrain, où la transmission se faisait. On a pu passer par de multiples canaux. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, il n'y a plus ces courants souterrains. Il y a eu, j'en disais tout à l'heure, il y a eu une rupture et il n'y a plus cette transmission. Donc, alors, vous êtes optimiste en disant peut-être que moi je suis pessimiste en disant il n'y a plus le courant et si jamais il devait y avoir renaissance, il va falloir qu'il y ait un énorme travail qui soit fait. Et quand je vois comment sont formés intellectuellement les jeunes au collège et au lycée, je me dis que la littérature, ils ignorent tout. La philosophie, ils n'en font plus. Donc, je sais pas. D'abord, quand on leur demande, ils disent ça sert à rien. Hein, donc, je sais pas sur quelle base et avec quel terreau ça pourra redémarrer. Hein, donc, encore une fois, il y a toujours eu des mouvements de pensée, il y a toujours eu des courants visibles ou invisibles qui ont permis que ça arrive jusqu'à nous. Hein. Là, depuis 90, 95, il n'y a vraiment plus rien. C'est pour ça que... Alors, il faut peut-être passer à autre chose. Hein. On est dans le Kali Yuga, on est dans la Jura, on est au fond du trou. Faut passer à autre chose. Il y a une nouvelle, l'âge du Verseau, je sais pas quoi, mais ça sera tout autre chose. Tout à fait. Je pense pas que ce qui nous a intéressé, nous, ces les 40 ou 50 dernières années, intéressera les nouvelles générations qui arrivent. Hein. Voilà. Et pourtant, il reste des transmetteurs dont vous faites partie. Donc vous transmettez toujours, et puis vous touchez peut-être, finalement, vous savez pas, vous touchez peut-être, vous continuez à toucher les gens. Mais c'est probable. Mais il y a un autre transmetteur, alors qui est complètement impersonnel, c'est Internet. Parce que sur Internet, vous trouvez tout. Après, il faut faire le tri. Eh ben oui. Mais
si vous cherchez, vous pouvez trouver. Alors, c'est vrai qu'il faut faire le tri. Là, c'est dramatique. On en revient à ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'intelligence pour séparer le blé de l'ivraie. Voilà, tout à fait. Mais oui, là, on peut. S'il y a une greffe qui peut prendre, ça prendra à partir de là. Maintenant, quand je vois des milieux que je connais bien, qui sont les milieux de l'alchimie, par exemple, où ils se déchirent les uns et les autres, il y a beau y avoir toutes les informations qu'on fait sur Internet, ça n'empêche qu'ils se déchirent et qu'ils se jettent, comme à la grande époque de Papus, Gaëta, etc., ils se jettent des anathèmes, et s'ils pouvaient jeter des sorts, ils le feraient. Donc, il y a que qui détiennent la vérité, et les autres sont dans... Alors bon, ça prouve qu'ils n'ont pas rien compris. Pas compris la grand chose. Tout à fait. Oui. Mais non, c'est ce que je dis aux amis que j'ai gardés de la table d'émeraude et avec qui on discute quand même régulièrement. Et bon, notre rôle, ça a été effectivement de transmettre. Et les grains qui ont été jetés, qui sait, voilà. Qui sait. Alors, il y a aussi autre chose quand même. Dans les années 70, vous aviez une génération de gens qui s'intéressaient à tout ça, qui avaient une culture, qui avaient des connaissances, qui avaient des lectures, qui avaient été formés par des gens. Et ces gens-là, très souvent, avaient des enfants. Et parmi les enfants, il y en avait au moins un qui s'intéressait à ça. Donc il y avait une transmission qui était assurée. Là, aujourd'hui, c'est vraiment plus le cas. C'est-à-dire que les générations qui s'intéressent à ça, les enfants s'y intéressent absolument pas. Et là, j'ai des exemples multiples. Et donc, alors quand on dit on a acheté le bon grain, ça prendra pas. Il y a malgré tout un problème de continuité. C'est cette continuité qui se faisait aujourd'hui, elle est très très rare. Moi, j'ai connu beaucoup d'enfants que les pères avaient formés, etc., avaient intéressé, ils avaient lu, ils avaient gardé la bibliothèque, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. D'abord, les gens n'ont plus le livre. Tout à fait. Et c'est vraiment plus le cas. Tout à fait. Alors, on va arriver à la fin de cette émission. Et vous, Bernard, comment vous voyez dans ce no man's land, dans cette vision un petit peu, dans cette vision réaliste, on peut le dire, c'est vrai, du milieu ésotérique. Moi, je me trouve complètement décalé par rapport à ce milieu-là maintenant, de toute façon. J'aspire qu'à une chose, c'est aller cultiver mon jardin. Et voilà. Parce que, encore une fois, même si je suis pas très vieux, la belle époque est derrière moi, que je n'ai pas rencontré, et là aussi, c'est une chose importante. Au début de l'émission, j'ai dit que j'avais rencontré des gens qui venaient du siècle passé, qui transmettaient des choses, qui avaient des choses à nous dire, à nous transmettre. Aujourd'hui, il n'y a personne. Tout au moins de visible. Alors, il y a peut-être, je ne dis pas qu'il n'y a personne, mais il n'y a personne de visible, et il n'y a aucun écrit qui laisse présager qu'il y a quelqu'un derrière qui peut... aujourd'hui, il y a plus personne. Donc, c'est vrai que je suis un peu désabusé. C'est vrai que l'édition est difficile dans ce domaine-là, parce que là aussi, les sujets qui m'intéressaient, qui me semblaient être intéressants, n'intéressent plus grand monde. On est dans le règne de la quantité, donc ça a plus grand intérêt. On est vraiment dans une période de désenchantement. Il faudrait, comme ils disent tous, réenchanter le monde. Mais c'est pas
pas avec ce domaine-là qu'on va le réenchanter. Tout à fait, parce que c'est un terme vraiment New Age, même on pourrait dire que c'est l'inverse. Tout à fait, mais je pense que c'est l'inverse. Oui. Alors c'est pour ça que je dis, bon, je voudrais aller cultiver mon jardin. J'en ai encore pour 2-3 ans, après on verra. Mais non, bon, alors faut espérer, hein. Je vais pas dire que je désespère du genre humain et du devenir, mais ça ne sera plus jamais comme avant, et ça sera de toute façon complètement autre chose. Hein, les gens sont demandeurs d'autre chose. Alors ont-ils raison ou pas, ils cherchent plutôt qu'à se cultiver et à essayer de comprendre le monde dans lequel ils sont et de le vivre, ils sont dans le moi et dans le bien-être, voilà, on appelle le bien-être, qui est complètement illusoire, puisque c'est notre société qui est vous regardez les publicités, vous regardez c'est toujours des femmes somptueuses, magnifiques, avec des corps extraordinaires, et il n'y a jamais eu autant de suicides en France. Tout à fait. Donc le bien-être c'est complètement illusoire. Les gens se trompent. Il serait grand temps effectivement d'essayer de réenchanter ce monde, mais bon, je sais pas comment, je sais pas avec quoi, et avec la crise qu'on a actuellement, c'est bien compliqué. Et pourtant, je pense qu'il y a suffisamment de matière, d'idées dans ce qu'on appelle l'ésotérisme avec un grand E, pour essayer de redonner un sens à notre vie et essayer de participer quelque part à essayer d'influencer sur cette crise, pour essayer de la réorienter autrement. Mais cette crise économique, c'est aussi une crise d'idées, c'est une crise de l'individu, c'est une crise de la société. Et je pense qu'on a suffisamment de matière, on a suffisamment d'outils, si on voulait, pour essayer de participer à quelque chose. Tout à fait. Tout a été écrit, dit Karuna Platon, il faut incarner. Et il faut incarner. C'est tout à fait le mot, c'est tout à fait le mot juste. Il faut incarner. Mais est-ce que on n'est pas peut-être dans une sorte de crise d'adolescence entre guillemets de la société qui se dit moi les écrits ésotériques après moi le déluge, je m'en fous, je veux vivre. Et peut-être qu'à un moment donné, quand on sera allé au bout l'illusion. C'est bien de vivre ici et maintenant, parce que je pense qu'il faut vivre ici et maintenant. Mais en même temps, ce ici et maintenant, il faut l'incarner. Il ne faut pas être superficiel. Il ne faut pas être sur les petits nuages et se dire voilà. Non, c'est vrai qu'il faut incarner la chose complètement. Et le jour où on aura compris ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourront changer, qui pourront évoluer. Oui, tout à fait. Bon, c'est le mot de la fin, mais c'est une... C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. En tout cas, un immense merci Bernard, parce que cette émission a été passionnante. On a évoqué les belles heures de la table d'émeraude. Je pense que beaucoup s'y retrouveront. Et puis les belles heures d'une époque. Et les belles heures d'une époque. C'est pas seulement la table d'émeraude. C'est toute une époque auquel on a contribué. En tout cas, c'était vraiment merveilleux. Donc, c'était l'émission Ma Joie de Vivre numéro 7, émission réalisée par Néo, assisté de Jacques à la technique. Je vous retrouve dans 15 jours. À très bientôt. Merci. Belle vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je fête pour mettre des couleurs dans mes jours. Belle vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je fête pour mettre des couleurs dans mes jours.